Bonjour, je salue avec beaucoup de plaisir pour ce débat de rentrée les participants à cette conférence du Cercle des managers immobiliers. Je le fais au nom des organisateurs, je ne suis pas le seul. L'un des organisateurs est avec nous, Benjamin Darmouni. Il va dire deux mots juste après cette introduction. Nous avons aujourd'hui un nombre record de participants. On a déjà atteint ces niveaux-là, mais il faut le souligner. Ce sont 500 sans doute professionnels de la filière immobilière, mais aussi partenaires, des journalistes sont avec nous, des décideurs publics, 500 personnes qui ont estimé sans doute que le thème que nous avons choisi pour cette rentrée était opportun et sans doute s'interroge-t-il autant que nous sur ce marché immobilier résidentiel. La question que nous avons posée de manière provocatrice, c'est stop ou encore. Alors, les réponses ne seront peut-être pas aussi absolues. En tout cas, il n'échappe à personne que l'économie de notre pays, et bien au-delà de l'Europe et du monde, est malmenée, troublée, qu'il y a des conséquences sur l'ensemble des secteurs d'activité et sur l'un des secteurs lourds, à savoir le logement. On rappellera que le premier poste budgétaire des ménages, c'est le logement, quelle que soit la situation de ces ménages, qu'ils soient en situation d'acquérir progressivement grâce à un crédit de l'immobilier ou qu'ils soient locataires, qu'ils aient des charges à payer en tant que copropriétaire ou que locataire, un poste lourd et donc des bouleversements économiques qui bien sûr pèsent sur nos épaules et qui concernent les professionnels de la transaction. Il concerne aussi les professionnels du neuf. On parlera sûrement d'eux lors d'une autre conférence. On va cibler aujourd'hui sur le marché immobilier résidentiel existant, même si on pourra dériver. Il n'y a pas de cloisonnement étanche. Alors, je voudrais d'ores et déjà remercier ceux qui ont accepté de venir nous parler. Je rappelle la consigne avec beaucoup de franchise, de transparence. Et je vais vous dire, je n'engage que moi, que ce que j'entends depuis quelques semaines ne me paraît pas toujours marqué par la plus grande sincérité. J'ai aussi le sentiment de discours convenu, ce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas le style du cercle des managers d'immobilier. Voilà, donc j'attends des trois intervenants ce soir cette simplicité du propos. Mais bien sûr, on va analyser et je dis aussi qu'on n'est pas là pour s'inquiéter, quel que soit le sujet qu'on aborde, mais pour identifier des freins, des blocages, des situations et imaginer des solutions parce que nous sommes là pour que le marché fonctionne. Alors, ces trois intervenants, je les présente. L'un des trois, il y a encore 2 minutes, n'était pas avec nous. Il nous rejoindra peut-être tout à l'heure, mais j'ai été rassuré sur sa participation. Je commence par ceux que j'ai vus. Cécile Roclor, elle est la porte-parole d'Empruntis. Son visage est bien connu, elle est très souvent dans les médias et très souvent ces temps-ci, on va lui demander d'ailleurs les raisons de cette hyper-présence des acteurs du financement. Bonsoir Cécile. Bonsoir Henri, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Je salue à sa suite Yann Géano. Alors Yann est à la tête du réseau La Forêt Immobilier, 700 agences, je ne crois ne pas me tromper, mais les développements vont vite, alors quelquefois mes chiffres ne sont pas à jour. Il rectifiera des agences qui font aussi, pour un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, des activités d'administration de biens. Bonsoir Yann. Bonsoir Henri, bonsoir à toutes et à tous et ravi également d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Alors Charles de Courson, est-il avec nous? Mais oui, je vous écoute Merci Henri, beaucoup. avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Charles. Et alors, bon, Charles est député de la Marne, il est membre de la Commission des finances. Allez, je vais dire deux, trois choses qui peuvent forcer sa modestie, parce que c'est un élu très modeste, mais extrêmement engagé, actif. C'est presque 30 ans
sont discontinués de vie parlementaire, mandat de député, 1993 si je ne me trompe pas. Je vous renvoie d'ailleurs aux notices biographiques que vous trouverez sur le site pour chacun des débatteurs, notamment pour Charles de Courson. Il est conseiller référendaire à la Cour des comptes, voilà, et vous allez m'autoriser tous, et lui aussi, mais en tant qu'il le fait, le tutoiement de camaraderie, parce que bon, il a fait 2 écoles, je vous laisse imaginer celle que nous avons en commun, il a fait l'ENA, il a fait les SEC aussi, voilà, donc Charles, je m'autoriserai ce tutoiement. Bien sûr, cher camarade. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bon, on a voulu. Alors, je fais remarquer, le journalisme le disait, pour preuve que ça se remarque, la parole de Charles Courson est rare, pas dans l'hémicycle, mais dans les débats. On est très sensible à sa participation. Sur les questions de logement, il ne s'exprime pas très souvent, mais il connaît bien aussi ces sujets-là. Et d'une manière générale, c'est un spécialiste on va y venir, de l'action publique, des finances publiques aussi, et de ce que l'État peut faire lorsque le Parlement le décide aussi, au secours, au chevet, au profit d'un secteur d'activité. On parlera évidemment de cela. Voilà. Alors, Benjamin Darmouni, il est co-organisateur avec moi de ces débats. Je laisse vous dire quelques mots de courtoisie et on entre en vif du sujet. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette rentrée, un peu moins quand on voit la réalité que nous vivons sur le marché, et on va, je l'espère, en savoir plus avec tous les spécialistes qui nous font le plaisir de nous avoir rejoints ce soir. Nous, on a 2 objectifs, l'enjeu de la vérité et l'enjeu de la responsabilité. La responsabilité que nous avons tous vis-à-vis d'un marché qui est en train de bouger. Alors, on entend d'ici et là que on sent qu'il y a du changement, qu'on a moins de demandes, qu'il y a un petit peu plus d'offres. Moi, je pense qu'il faut se dire la vérité pour trouver les solutions extrêmement rapidement, parce qu'on les attendait du gouvernement. Et on a l'impression qu'elle n'arrive pas. Pire, on a l'impression qu'on nous rajoute des obligations pour nous rendre la vie encore plus difficile. Mais ça, ils le font bien. Et puis, toujours, ce qui fait toujours très plaisir, c'est qu'on a des lois qui arrivent au mois d'août. Parce que septembre, ce serait trop simple. On est organisé, on est revenu de congé. Non, c'est bien sûr au mois d'août. Et ça, on a l'impression qu'ils prennent du plaisir. Mais voilà, vous me sentez un petit peu animé par cette conférence parce que j'ai hâte d'entendre tous nos spécialistes sur ces sujets. J'espère que tout le monde passera un moment qui l'aiguillera sur le marché à venir. Bon, allez, on y va. Et puis, je ne voudrais pas que Charles de Courson imagine qu'on lui reproche de travailler au mois d'août. Il travaille beaucoup et ses collègues aussi. Bon, mais on verra en effet si ce qui est tombé au mois d'août, il y a aussi des textes réglementaires, vient gêner ou au contraire aider le marché immobilier. Alors, on va commencer, Cécile, si tu le veux bien, par toi. Je l'ai dit tout à l'heure, hyper présence dans les médias des sujets de financement du logement et donc de ces acteurs. On t'a entendu t'exprimer, tes confrères aussi, sur des sujets dont on ne connaissait même pas l'existence pour beaucoup d'entre nous. On parle de taux d'usure, certains ne savaient même pas ce que c'était, désormais on le sait, d'augmentation des taux. On parle de casse, c'est un terme dans la profession, il n'est pas très beau, mais en clair, des dossiers qui ne passent pas ou qui n'arrivent pas à terme dans les banques. Et naturellement, ensuite, avec Yann, on parlera des conséquences parce qu'on rappellera que l'immobilier s'achète pour plus de 90% grâce au recours du crédit, avec des quotités, d'ailleurs, des proportions de crédit très importantes. Voilà, donc quelle est la situation aujourd'hui ? Je reprends ce que dit Benjamin, on va être très clair. Moi, je voudrais, je pense que c'est précieux pour Charles de Courson, il est sans doute là aussi avec cette idée-là, représentant le Parlement, les pouvoirs publics, y voir clair. Moi, j'ai l'impression un peu de 2 sons de cloche. Une grande gravité chez certains, peut-être excessive, une certaine légèreté, y compris chez tes confrères ou courtiers.
banquiers éventuellement, ils sont un peu moins bavards. Voilà, donc Ça leur arrive. ça leur arrive, absolument. Donc voilà, donc de manière extrêmement simple, peut-être avec des chiffres, hein, tu en disposes aussi, Empruntis est un acteur significatif. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres marques hein, dans ton groupe. Oui. Bref, tu as une vision panoramique, on t'écoute. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux sons de cloche et la vérité n'est jamais aussi extrême qu'on voudrait bien la dire. On regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le marché du financement et clairement, il a beaucoup bougé depuis le début de l'année. On n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2021. Alors, je ne vous fais même pas le rapport à 2019 hein, où le robinet du crédit il était ouvert, où on avait des conditions de taux qui étaient peut-être pas aussi basses qu'au début de l'année, mais qui étaient quand même excellentes. On a changé de monde. On a changé de monde parce qu'on a une donnée qui est l'inflation, l'augmentation des taux de la BCE, l'augmentation de ce qu'on appelle dans le jargon le Tech 10 ou l'OAT, c'est-à-dire la dette souveraine qui bouge en fonction de ce qui se passe sur les marchés financiers, la décision de la BCE ou de l'inflation. Et donc, on se retrouve dans une année qui est une année de transition, qui est pas du tout un soft landing. C'est une année d'atterrissage dur, dans le dur. Pourquoi ? Parce que tu évoquais, Henri, le taux d'usure et du coup, depuis des semaines, vous en entendez tous parler. Et malheureusement, ce qui devait être la protection du consommateur est devenu un empêcheur de tourner en rond et pas toujours à bon escient. Alors effectivement, il y a des échos qui sont très différents entre certains acteurs du courtage et la Banque de France qui quand même regarde le marché avec des chiffres fournis par les banques, tout simplement parce que vous le savez comme moi, une statistique, elle ne vaut que si on l'analyse à périmètre identique et constant dans la durée. Et en fait, on a un décalage de vision entre un courtier qui est, et je ne vous apprendrai rien, vous professionnels de l'immobilier, en amont d'un acte d'achat, très souvent même très en amont, parce que vous pouvez nous confier les dossiers de vos clients dès l'estimation de la capacité d'emprunt et on sait déjà si un dossier va passer ou ne va pas passer. Les banques qui, elles, vont regarder peut-être un peu l'instruction, mais surtout le décaissement, et la Banque de France qui va regarder, une fois que la ligne d'arrivée est franchie, le décaissement. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, quand on le regarde, on a entre 3 et 6 mois de décalage de vision entre les différents acteurs. Et Dieu sait si dans ces 6 mois, il s'est passé des choses. Ah bah, là, sur cette année, on est sur un chamboulement total. C'est-à-dire qu'on est passé, pour ceux qui ont vécu le début de l'année, janvier, 1% de taux moyen sur 20 ans, plancher historique. On n'avait jamais connu ça. On est arrivé à 1,05 l'été d'avant, mais 1%, on a enfoncé tous les planchers. On a pris 90 centimes entre ce 1er janvier et aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, le taux moyen est à 1,90. Alors, quand je vous dis taux moyen, c'est le barème de tous les partenaires que nous avons chez Empruntis et on les a quasiment tous, donc on commence à avoir une bonne perspective. Et ce taux, quand il augmente de façon aussi significative, déjà naturellement, quand on a des prix de l'immobilier qui continuent de progresser, une tension forte sur l'offre, clairement, ça désolvabilise des ménages. Alors, on pourrait dire, ce n'est que 90 centimes et on est toujours inférieur à 2%. Oui, bien sûr. Et là, on va être positif. Les taux restent très bas. Mais pour certains ménages qui galéraient déjà, qui avaient une problématique d'apport alors qu'il y a 3 ans, ils pouvaient emprunter sans apport et qui sont obligés de mettre aujourd'hui 10 000, 15 000, 20 000 euros, et je ne vous parle même pas en Île-de-France d'apport pour financer les frais annexes à leur financement, ces 90 centimes, ça joue beaucoup. Donc, on a un premier effet, c'est une désolvabilisation des ménages liée à l'augmentation des taux. Parenthèse, si tu permets, Oui, tu viens de parler de l'apport personnel. Ça n'a rien à voir. Ça nous conduit peut-être à reparler, on n'en parle plus du tout de ces critères durcis du Haut Conseil de stabilité financière. Je le rappelle d'ailleurs, fin 2019, donc ça n'a rien à voir avec l'inflation. Mais ils étaient là, et je crois ils ont pris force réglementaire là, au 1er janvier. Oui. Ce sont ces critères aussi qui en rajoutent, parce que s'il faut apporter, étant donné que la durée est contrainte à 25 ans, plus d'apport personnel, on a la double peine ou la triple peine en fait. Oui, alors effectivement, dans les recommandations du HCSF qui sont passées exigences au 1er janvier, et tu as raison, qui ne sont pas du tout liées à la crise, mais qui étaient plutôt liées à une volonté des pouvoirs publics de calmer l'emballement de la machine du crédit immobilier, parce que le HCSF, quand il a émis ses recommandations, ça faisait déjà des années qu'il demandait aux banques, dans sa feuille de l'été, d'arrêter de prêter de façon si ouverte et que
que ça alimentait le moteur de l'immobilier, ça l'alimentait de façon trop significative. Là, effectivement, la limitation de la durée à 25 ans, alors qu'on commençait à ouvrir des durées supérieures, et puis certaines politiques de banque qui vont un chouï plus loin que ce que demande le HCSF, qui estime que, en fait, c'est 25 ans. Moi, je vais intégrer les 2 ans de différé s'il y a besoin de faire une construction individuelle ou d'acheter dans le neuf, même si ce n'est pas notre sujet de ce soir. Ça vient amplifier le sujet. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que les prix ont aussi significativement augmenté. Et on ne va pas se mentir, on n'a pas gagné 15% selon les villes de revenus en plus en une dizaine d'années. Par contre, à certains endroits, les prix, ils ont pris cette valeur ajoutée supplémentaire. Donc, on a un effet de désolvabilisation, certes, pour une petite partie de la population, mais beaucoup ont acheté ces dernières années. Donc, en fait, ceux qui restent sont souvent ceux qui étaient un peu justes et qui attendaient une fenêtre de tir, qui se sont d'ailleurs vraiment extrêmement mobilisés à partir de février. On voit dans les chiffres de la Banque de France que les encours de nouveaux crédits ont explosé en mai 2022. C'est nous, les dossiers qu'on a instruits en février-mars, et on a un pic de la demande qui est de 12% à cette période-là, parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un point de bascule et que peut-être ça serait plus possible après. Et ils avaient raison. Donc ça, c'est le premier effet, c'est l'évolution des taux qui vient rogner un peu de pouvoir d'achat, en plus de tout le reste. Et puis, il y a le deuxième effet que tu évoquais au départ, c'est le taux d'usure. Le taux d'usure, il est censé protéger, empêcher que des banques pratiquent des taux jugés abusifs dans le cadre d'un financement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut juger qu'un taux inférieur à 2% ou aux alentours de 2% est abusif? Il y a une vraie question de philosophie. Alors, vas-y. Parenthèse d'ailleurs sur ce sujet, là encore, j'anticipe sur l'échange avec Charles de Courson, mais ce taux d'usure, est-ce que tu irais jusqu'à dire, avec tes confrères ou sans eux, qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui? Je veux dire que tu parles de ces 2%, ce sont les banques qui vont décider du taux, estimer le risque. Est-ce que les banques françaises, au moment où on parle, sont irresponsables? Est-ce qu'il y a des risques de dérive? Il a quel âge ce taux d'usure? C'est un vieil outil. Le taux d'usure, ça existait même en Mésopotamie. Donc, autant dire qu'en fait, le sujet de maîtriser le coût du risque, ça a toujours existé et ça a toujours été un point de vigilance. Oui, je pense que c'est important de protéger le consommateur, parce que tous les consommateurs ne sont pas aussi avertis, qu'on a quand même une difficulté, c'est la connaissance financière, la pédagogie et l'éducation financière en France. Donc, protéger le consommateur contre lui-même, c'est terrible à dire, mais parfois c'est nécessaire. Et on ne sait jamais, quand on ouvre un marché totalement, il y a toujours une situation économique ou financière qui peut justifier des dérapages. Et donc, je pense que le taux d'usure, il a besoin d'exister. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on ait peut-être un peu d'agilité quand on est dans des périodes qui sont un peu particulières comme aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de taux. Si je remonte dans l'histoire, un taux quasiment équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est printemps 2017. Le taux d'usure aujourd'hui sur 20 ans et plus, il est à 2,57%. Au printemps 2017, il était à 3,20%. Alors, je veux bien que le taux, les coûts des assurances aient baissé, mais en fait, à taux de crédit équivalent, il y a quand même des frais de garantie à rentrer dans le taux d'usure, parce que pour rappel, le taux d'usure, ce n'est pas le taux de crédit, c'est le taux de crédit plus l'assurance, plus les frais annexes obligatoires au financement. C'est la totale, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est ce package qui aujourd'hui ne rentre plus dans un taux qui est inférieur à 3%. Donc, besoin de souplesse dans des périodes, oui. Si toutefois, je vais être un peu provocatrice, du coup, la volonté est de continuer à financer l'achat immobilier, parce qu'on s'est dit au départ que le HCSF, il voulait calmer le jeu. En fait, le taux d'usure, il fait le job aujourd'hui de calmer le jeu. Mais du coup, est-ce bien logique d'empêcher des gens d'acheter quand on a une problématique de logement, et surtout quand on voit que l'indice des loyers, lui, peut augmenter de 3,5%, alors que quand vous achetez à taux fixe, vous êtes tranquille, votre mensualité, elle est préservée. Donc, c'est des vrais. Je parlais tout à l'heure de taux de chute, de casse. Tu peux nous donner des chiffres là-dessus? Alors, ça va être super difficile, et c'est là où je rejoins peut-être pas les communications qui sont faites, c'est qu'en fait, c'est très variable en fonction des régions. Et c'est là où, en fait, le bas blesse dans cette analyse que nous, on peut faire pour du secteur du crédit. C'est que, par exemple, en Île-de-France, on va avoir des taux de refus qui sont nettement plus significatifs que dans des régions comme, par exemple, le Sud-Ouest ou l'Ouest. La Marne, tu n'as pas la Marne.
Alors, la Marne, je l'ai à l'est effectivement, je peux avoir un peu moins de refus parce que tu le sens quand tu me réponds ça. En fait, ça dépend aussi beaucoup de la dynamique de marché. Quand une banque, elle fixe ses taux et qu'elle a le garde-fou du taux d'usure, elle doit fixer un taux qui va lui permettre de continuer à conquérir des clients. On a des banques aujourd'hui qui nous disent, en fait, si j'applique le coût du refinancement, je mange ma marge, voire j'en ai quasiment plus, donc je préfère ne pas prêter. Si par contre, on a une région dynamique où la banque, elle a fait ses objectifs commerciaux parce que ce sont des entreprises commerciales, que le marché a été super dynamique et qu'en 6 mois, le gain, il est fait, bah, en fait, elle n'a aucune raison d'écraser ses marges et donc on a plus de taux de refus parce qu'elle va surenchérir le coût du refinancement. Par contre, une région où des banques sont prêtes à se refinancer ou ont des possibilités de refinancement moins chères, bah là, il y a moins de problèmes de taux d'usure. Donc, le 4 sur 10 ou 5 sur 10, il n'est pas vrai partout. Il y a des endroits où il est vrai, il y a des endroits où il n'est pas vrai. D'accord. Mais le taux d'usure, par contre, il existe le problème. Il ne faut pas le nier, ça c'est clair. Si on devait faire aujourd'hui une fourchette, et ensuite je vais me tourner vers Yann, là tu disais effectivement longtemps du 4 sur 10, du 5 sur 10 de la part de certains acteurs, du crédit notamment. À d'autres endroits, ça va être… 10%. 10%. Ouais. Un taux normal d'ailleurs, instruis-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est un taux normal de refus? Qu'est-ce que vous estimez normal? Un taux normal, c'est proche de pas très loin de zéro. Alors, on va se donner les 5% classiques. Mais logiquement, en fait, une banque, elle n'a aucun intérêt à pratiquer des taux qui ne permettent pas de rentrer les accessoires et de ne pas faire de financement. Donc normalement, on ne devrait quasiment pas avoir de sujet de taux d'usure, sauf comme on a pu l'avoir dans le passé, sur des profils du genre… Désolée, moi aussi je rentre dedans, plus de 50 ans, où là en fait on a des problématiques d'assurance emprunteur ou des prêts comme on a connu sur plus de 25 ans, où là on a des taux avec une prise de risque et un malus au risque qui est plus important et qui vient grignoter le taux d'usure. On parlera tout à l'heure, tu l'as dit très rapidement, de ce qui est le niveau de prix des assurances emprunteurs. On sait que la loi Lemoine, là aussi je pense que ça peut intéresser Charles de Courson, a joué un rôle. On lit ici ou là que ce n'est pas un beau rôle au bout du compte, que ce serait une victoire à la Pyrrhus. On va y revenir. On rappelle que avec plaisir. Oui, on peut négocier son assurance en dehors du crédit. C'est de ça que je parle. Donc, on y reviendra. Merci beaucoup. Yann, alors déjà, si je me suis trompé sur la fiche d'identité de ton réseau, qui est l'un des réseaux leaders en transactions, tu me le dis, j'ai parlé de 700 agences, c'est peut-être plus aujourd'hui. Je crois que c'était de l'ordre de 40 000 transactions en 2020. En tout cas, on voit bien que c'est une part très significative du marché. Donc, tu peux nous dire 2-3 mots sur ton enseigne. Et ensuite, de ton point de vue, de ton balcon et du balcon de tes franchisés, de tes confrères partout sur le terrain, et je crois France entière avec une répartition équilibrée, quelle est la situation? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, de manière instantanée, là aussi, il y a plusieurs indicateurs possibles quand on est agent immobilier. On peut constater des ventes qui vont se conclure définitivement chez le notaire, des avant-contrats, des visites dans les agences. Voilà, la température avec les éléments dont tu disposes. Oui, alors merci Henri. Non, la fiche est exacte. Rapidement, la forêt, c'est ça, 700 points de vente, 5000 collaborateurs. Et on intervient sur les métiers de la vente, la location, la gestion locative assez massivement et depuis quelques années, le syndic de copropriété également. Alors, pour revenir au marché, tout dépend de ce qu'on a envie de lui faire dire, comme ça a été évoqué sur le financement. Moi, je dirais au préambule, la première question, c'est est-ce que les agents immobiliers travaillent de la même manière en 2022, on va dire depuis 6 mois, qu'ils le faisaient auparavant? La réponse, c'est non. On a dû retravailler différemment, revenir aux basiques. Et dans les basiques, on avait tendance peut-être à l'oublier au cours des dernières années où il suffisait de rentrer dans une banque pour se servir sur le comptoir et avoir son financement. Dans les basiques, on a la découverte financière d'un projet immobilier et on a la validation ou la prévalidation plutôt entre guillemets avec un partenaire local ou avec le banquier des clients. Donc ça, c'est un travail qu'on a remis en œuvre. Si on le regarde avec le verre à moitié plein, ça nous permet d'avoir des taux de casse qui ne progressent, même s'ils progressent, qui ne progressent que légèrement. Si on regarde le verre à moitié vide, ça signifie qu'on fait un tri
sur les candidats à l'acquisition. Soit on leur propose de reconfigurer la taille de leur logement s'ils veulent rester sur le même territoire, soit de reculer de quelques kilomètres, soit de reculer leur projet de quelques mois. On ne va pas jusqu'aux années, en tout cas dans nos propos, pour se constituer un profil bankable, pour se constituer un apport. Et ça concerne notamment les jeunes actifs de moins de 35 ans et les ménages les plus modestes. Une fois que j'ai dit ça, le marché immobilier, écoutez, il va pas si mal. Il régresse chez nous par rapport à l'année 2021. Bon, est-ce que c'est cohérent de comparer le marché de l'année 2022 au marché de l'année 2021, année de reprise après une année 2020 marquée par les confinements et toutes les difficultés qu'on a connues? Je ne sais pas, mais si on regarde et si on joue le jeu, en tout cas, chez nous, on a un retrait des transactions, ça c'est certain par rapport à 2021. Il est très exactement de 2,7% à date. On a des intentions d'achat qui sont toujours présentes, mais là encore, tout dépend de ce qu'on veut faire dire à ces chiffres, puisque si on compare les 8 premiers mois de l'année 2022 avec la même activité sur les 8 premiers mois de l'année 2021, on a 3% d'acquéreurs en plus dans nos logiciels métiers. Donc, on peut se dire tout va bien. Il faut quand même remettre ça un peu en perspective avec ce qui se passait durant les 4-5 dernières années, où chaque année, on avait des progressions des intentions d'achat à plus de 2 chiffres. On avait 15, 20, 25% d'acquéreurs en plus d'année en année. Là, on est à plus 3%. Donc, première tendance quand même, on voit que certainement une partie des acquéreurs s'autocensurent où on aura le bol de l'immobilier. On ne va pas parler tout de suite d'investissement locatif, mais en tout cas, on a ce premier arbitrage. L'offre a été évoquée tout à l'heure. Elle a régressé très fortement au cours des 5 dernières années du fait de volume historique de vente, d'un marché immobilier neuf qui n'alimente pas le marché de l'existant. Aujourd'hui, elle est à plus 0,4 à périmètre constant au sein du réseau La Forêt. Elle reste quand même à un niveau extrêmement bas, ce qui a un effet, j'en parlerai après, évidemment, sur les prix. Et dans le volume de vente, ce qui est intéressant, c'est de regarder la répartition, en tout cas ce qui me semble intéressant, la répartition selon les populations. Et là, on a vu un changement qui s'est amorcé il y a près d'un an. Le marché a été pendant plusieurs années tenu, drivé par les primo-accédants, en effet, qui profitaient de cette fenêtre de tir, de prix compétitifs, de taux d'intérêt à des niveaux bas et de banques, je ne sais pas si elles étaient peu regardantes, mais en tout cas moins regardantes et qui avaient ouvert le robinet un peu plus largement. Aujourd'hui, ils pèsent à peine 30% des transactions quand ils en réalisaient plus de 50% assez régulièrement. Et même arrivé à 30% certaines années, il faut le dire. Exactement. Et ceux qui drivent le marché, aujourd'hui, ce sont les secondos accédants, ceux qui ont déjà un patrimoine, qui vont le revendre pour réaliser une autre opération immobilière. Donc, chez qui le sujet du financement, je ne vais pas dire que ce sujet n'existe pas, mais le sujet est moins sensible que chez les primo-accédants. Le locatif, c'est la catastrophe. L'investissement locatif dévisse. On réalise traditionnellement 20 à 25% des transactions chaque année dans le cadre d'un investissement locatif. À la fin du premier semestre de l'année, on était à 21% du volume de transactions. Aujourd'hui, on est en train de descendre allègrement vers les 15%. Alors, pour les professionnels qui nous écoutent, ces niveaux bas, moi, je les ai connus notamment quand une ancienne ministre du Logement avait annoncé la perspective de l'encadrement des loyers. Il y avait eu un vent de panique. Le vent du boulet avait précédé la réalité et beaucoup d'investisseurs ou de candidats, en tout cas à l'investissement, s'étaient retirés. Donc là encore, tout dépend de ce qu'on veut dire au marché. Ce qui est certain, c'est qu'on voit les négociations de prix entre le mandat de vente et le compromis. Évidemment, les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres de compromis. Je parle d'activité commerciale, je ne parle pas d'encaissement d'une activité qui a eu lieu il y a 3 ou 4 mois. Les négociations, là, remontent. On est à près de 5% d'une négociation des prix affichés sur les mandats entre le prix affiché et le prix acté. Et les délais de vente qui s'allongent sur toute l'Île-de-France.
on gagne entre fin juin et maintenant. On a pris 1 à 2 jours de délai de vente supplémentaire. Il s'allonge. Et dans les régions, qui sont les marchés les plus dynamiques depuis quelques temps, ils ont tendance à se stabiliser. Donc, pour l'instant, ça va, mais si on lit entre les lignes, on voit quand même qu'on a un volant d'acquéreurs qui est en train de se réduire et qu'on va faire des affaires et on fait des affaires avec ceux qui peuvent se permettre de financer aujourd'hui. Le point d'interrogation qui se pose et qui est devant nous, c'est jusqu'à quand? Alors, merci beaucoup. Je reviens sur 3-4 points qui me paraissent cruciaux avant de faire réagir Charles Courson. Bon, tu as dit, Cécile pourra y revenir, en mesurant tes mots, est-ce qu'avant c'était le crédit facile, est-ce que les banques étaient plus coulantes ou pas? En tout cas, on constatait qu'il y avait un accès au crédit plus facile. Bon, c'est un constat d'évidence. Des chiffres aujourd'hui qui sont en repli, pas tant que ça, mais tu donnes une précision qu'on n'entend pas souvent, j'y suis sensible, tu apprécies la nature de ces acquéreurs et tu dis on est monté en gamme. On est monté en gamme. Cécile nous disait tout à l'heure, une autre façon de dire, ceux qui ont acquis ces dernières années, qui n'étaient pas forcément très fortunés avec des revenus moindres, d'une part, ils ont acheté. Aujourd'hui, le marché leur est davantage fermé. Il reste ceux qui peuvent, et donc ils sont moins nombreux. Hein, ce lot est moins nombreux. Est-ce que tu serais, j'ai entendu ce propos aussi, j'ai pas l'impression, mais chez toi, on entend les professionnels dire ah ben oui, on était arrivé à 1 200 000 transactions. Hein, je crois que c'était les chiffres il y a une année à peu près. Bah, c'est pas grave, si on est en dessous, c'était considérable. Est-ce qu'on peut pas dire plus? Il y avait un effet rattrapage, tu l'as dit, par rapport à l'année confinement, hein, Covid, dur. Mais est-ce que le marché n'a pas besoin? Les transactions, elles se font beaucoup par le besoin, hein, les besoins de la vie, quoi. Hein, un couple qui se constitue, l'inverse, une naissance, l'inverse, la mobilité. À l'exception des résidences secondaires, ce sont des besoins. Est-ce que le marché, pour respirer en France, n'a pas besoin de ce gros million de transactions? Si on est autour de ce gros million, en effet, pour fonctionner, ne serait-ce qu'avec la croissance démographique de notre pays, avec les modes de vie qui fonctionnent, les familles qui se sont reconstituées, qui ont de nouveaux besoins en immobilier, évidemment, bien sûr. Je suis pas si positif. Il faut pas se taper sur le ventre en disant bon, on avait atteint des sommets et en effet, on va redescendre un peu. Finalement, c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets dans la chaîne immobilière qui interviennent derrière. Si on peut plus accéder à la propriété, il va falloir qu'on puisse accéder au parc locatif. Et là encore, il y a un très gros sujet là-dessus. Voilà, parce que tu nous donnes 2 chiffres qui sont très inquiétants. C'est une division pratiquement par 2 de la proportion de primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui étaient locataires ou qui habitaient chez des parents et qui faisaient leur première acquisition. Ils sont 2 fois moins nombreux. Et la solution du parc locatif, elle ne va pas s'enrichir puisque tu nous donnes des chiffres là qui sont inquiétants aussi. Hein. Partant de 25%, on est à peu près à 15% d'investisseurs aujourd'hui hein, sur vos clients acquéreurs. Merci beaucoup pour tout ça. Alors, Charles de Courson, monsieur le député, pour faire un clin d'œil, la ministre, me semble-t-il, qui évoquait Yann Géano, nous est aussi une camarade, hein, c'était Cécile Duflot. Alors, Charles, une première question. C'est aussi le propos de Benjamin d'Harmonie qui me l'inspire. Les professionnels ont le sentiment, alors peut-être qu'ils sont parano, que la place faite au logement, à l'observation du logement, au traitement du logement par les pouvoirs publics n'est pas la bonne, qu'elle est insuffisante. Quel est ton regard là-dessus avec cette longue expérience parlementaire et des gouvernements? Et aujourd'hui, selon toi, est-ce qu'il y a une hypersensibilité? Est-ce que toi, tu regardes comme un indicateur privilégié le logement sur la santé de l'économie française dans cette période notamment d'inflation et de dérèglement économique? Oui, beaucoup de collègues s'inquiètent de la situation du logement. Mais comme toujours dans ce pays très centralisé, on devrait avoir 400 politiques du logement et pas une politique du logement. Et plusieurs des intervenants précédents l'ont dit, actuellement, on a une désolvabilisation des ménages qui sont liés à un ensemble de facteurs. Le principal, c'est bien sûr les taux croissants. Et
je vais être un peu cruel, mais quand on voit Madame Lagarde qui nous expliquait qu'il n'y avait aucun problème il y a encore 4 mois, hein, alors que c'était intenable, ne serait-ce qu'à l'égard de ce qu'ont fait les Américains, ce qu'a fait la Fed. Donc on voit bien qu'on était contraint de remonter, et on est remonté à une vitesse que personne ne pensait possible. Les gens parlaient de 0,25, peut-être 0,50, on est à 0,75. Hein, et ça va continuer. Alors jusqu'où? C'est difficile à dire. C'est vraisemblable qu'on va atteindre en 2023 peut-être 3% sur les OAT à 10 ans. D'autres pays sont déjà, Charles, je crois. Comment? D'autres pays sont déjà à ces niveaux-là. Ah ben les États-Unis, ils sont déjà. Hein. Enfin, ils yoyotent un peu, c'est un peu redescendu, mais ils ont annoncé qu'ils devraient continuer. Alors, le deuxième problème, c'est l'inflation, et on voit des politiques monétaires qui croient qu'on va briser l'inflation en augmentant les taux d'intérêt et en freinant la distribution du crédit. Alors, la Banque de France, effectivement, alors elle n'a pas mis le plafond à 25 ans, puisqu'il y a quelques dérogations à la règle des 25 ans, mais enfin, elle a quand même durci sur la durée, elle a durci sur l'apport, et puis sur, disons, les critères de revenus. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que l'évolution du prix des logements, même si elle est extrêmement diversifiée en France, est beaucoup plus rapide que celle des revenus des ménages. Alors globalement, alors c'est vrai qu'analytiquement, moi, tu me parlais de la Marne. La Marne, nous, on n'a pas de problème de logement. Tu vois, moi, chez moi, dans ma circonscription, tu achètes un logement d'occasion, comme on dit, à 1 000 € le mètre carré. Ça n'a rien à voir. Mais à Paris intramuros, disons, c'est 10 000 pour faire simple, mais les revenus des ménages parisiens ne sont pas 10 fois supérieurs aux nôtres, ils sont 15% supérieurs aux nôtres. Donc, on voit bien qu'on a une crise qui se concentre sur les grandes zones urbaines dans lesquelles l'immobilier a énormément augmenté. On a un deuxième problème, c'est la folie de l'évolution du droit de l'urbanisme. Je parle bien de folie. Je résume toujours l'évolution depuis 15-20 ans du droit de l'urbanisme, c'est très simple. Il faut densifier les villes et geler les zones rurales. Le résultat, c'est quoi? C'est une explosion du prix du foncier. Et pour la construction, hein, je ne parle pas de l'ancien, mais pour la construction, beaucoup de promoteurs, tant publics que privés, disent que c'est de plus en plus difficile de trouver des terrains pour construire. Quant à leur prix, comme à chaque fois qu'on rationne, tu fais exploser les prix. On a le problème du taux de l'usure, alors qui est un vrai problème. Hein. Moi, je discutais avec des banquiers de chez moi, ils m'ont sorti le chiffre qu'ils ont exclu 42% des demandes de prêts immobiliers, 42%. Parce qu'à 2,57, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, y compris la prime d'assurance pour ceux, mais c'est 95%. Toi, si tu as besoin d'un prêt immobilier, tu négocieras l'absence totale d'assurance, bien sûr. Mais le commun des mortels, et même avec la concurrence, moi je me suis beaucoup battu là-dessus avec des collègues et on a fini par gagner. C'était une rente extraordinaire. Hein. Les taux de marge moyens chez les banques sur ces primes d'assurance étaient de l'ordre de 50%. Et donc c'est pour ça qu'ils lâchaient les taux. Mais ils se rattrapaient sur les produits d'assurance, il faut bien le dire. Donc même avec un taux d'assurance raisonnable de 0,5, 0,7, on est à 2,57 le taux de l'usure, donc on est en dessous de 2%. 2%, c'est le prix du financement à 10 ans. Donc, comme ils estiment les banques des marges autour de 1,2 à peu près, ça ne passe plus. Alors, les banques sont dans des situations différentes les unes des autres, etc. C'est vrai. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a déstabilisé les ménages, on a un durcissement du droit d'urbanisme, et puis on a un durcissement des contraintes environnementales. En imposant, par exemple, la dernière RTE, moi, les professionnels me disent c'est entre 10, 12, 13% de surcoût. Donc, il y a quelque chose d'ailleurs d'un peu hallucinant de voir l'absence de cohérence des politiques à l'égard du logement.
c'est plus cohérent, quoi. Donc, moi, voilà quelques réflexions. Donc, je pense qu'on va vers, effectivement, une chute du nombre de transactions. Moi, les professionnels, les notaires, la forêt, l'immobilier, enfin, tous les réseaux, me disent qu'ils anticipaient pour 2023 peut-être 10 à 15% de transactions en moins. Mais c'est vrai qu'on partait de très, très, très haut. On n'avait jamais vu un nombre de transactions. Tout se vendait. D'ailleurs, le problème, c'était d'avoir de l'offre. Je parle en ancien. Quant à la construction, on a orienté notamment notre système fiscal pour essayer d'encourager la construction, mais on a quand même des puissants leviers qui vont dans l'autre sens. Par exemple, d'avoir réformé l'ISF et d'avoir expliqué que les propriétaires bailleurs étaient des rentiers, qui était la thèse du président Macron, et donc il faut leur maintenir. Tu arrives actuellement entre l'IFI, le taux marginal de l'impôt sur le revenu plus CSG et toute la sauce, dans des situations dans lesquelles, avec des taux de rendement de 4%, mais ils sont plus faibles. Ils sont plus faibles en région parisienne, ils sont plutôt à 3, 3,5 qu'à 4. Chez moi, tu vois, dans ma circonscription, les taux de rendement sont de 10%. Hein. Tellement l'immobilier n'est pas cher. Quoi. Mais ce n'est pas la situation globale. Tu arrives à des taux d'investissement, enfin, un taux de prélèvement qui dépasse les 100%, marginalement, bien sûr. Alors, il ne faut pas s'étonner si les investisseurs privés, je ne parle pas du statut du locataire, enfin, et tous ces problèmes, ils ne sont pas très allants pour investir là-dessus. Il fallait plutôt investir en bourse. Hein, voilà. Alors, je reviens sur ça, c'est la première réflexion. Mais j'ai une deuxième réflexion. Oui. C'est que beaucoup des débats chez nous, c'est sur la construction et la construction de logements sociaux. Et je leur dis toujours, chers amis, est-ce que vous savez ce que représentent les logements sociaux dans le parc français ? C'est 14-15%. Alors, ça dépend beaucoup des endroits. Moi, à Vitry-de-François, c'est 65%. À Reims, c'est 40-42%. Ouais. Donc, c'est extraordinairement varié. Mais en moyenne, c'est cela. Et alors, on consacre des sommes considérables pour aider directement et indirectement pour soutenir les logements sociaux. Mais simultanément, on a pompé les organismes d'HLM. Et on s'étonne qu'il y ait une chute de la construction de logements sociaux. Et le blocage de l'accession à la propriété va se traduire par des tensions croissantes sur le marché du locatif. Puisqu'on va avoir une pénurie de l'offre et en face une demande croissante. Et avec moins de personnes que par le passé qui sortaient de leur situation de locataire pour devenir propriétaire. Parce que c'est vrai que quand on fait un peu les calculs, quand tu avais 25-30 ans de prêt à des taux, disons, de 1%, pour faire simple, rajoutons un peu d'assurance, quand on fait les calculs, dans beaucoup de villes moyennes ou même un peu plus grandes, le loyer n'était pas très différent du montant de la nuitée. Donc franchement, pourquoi ? Et puis il faut rappeler, en particulier à mes collègues de gauche, qu'il y a presque 60% de propriétaires occupants en France. Et qu'il faut s'en occuper. Ce n'est pas avec les logements sociaux qu'on résoudra le problème du logement en France. C'est un élément d'une politique d'ensemble. Alors, dernier point, la maladie française de faire toujours plus en matière fiscale, puisque pratiquement chaque ministre du logement a créé un nouveau produit. Ce qui fait qu'en déclaration d'impôt, d'ailleurs, maintenant, il y a un énorme volet. Si tu as investi là-dessus, sur les X, ils ont tous fait. Mais est-ce que c'est ça vraiment la bonne position, c'est-à-dire d'attirer l'investisseur privé, alors que sur l'impôt sur le revenu, l'IFI, etc., on prend des mesures complètement contraires. Il faut avoir un peu de cohérence, me semble-t-il, et de la durabilité, puisqu'en matière de logement, ces changements permanents sont, je trouve, ravageurs. Alors, je reviens sur quelques-uns de tes propos, tes constats.
Les deux chiffres que nous a donnés Yann, qui ne sont pas contestables, ce télescope est inquiète d'évidence, c'est-à-dire on a une division par deux des primo-accédants et un moindre mouvement d'investissement locatif. Or, ceux qui ne vont pas devenir propriétaires, il faut bien qu'ils soient locataires, quelque part, qu'ils puissent changer de logement. Donc, ce télescopage, d'évidence, t'inquiète. Je reviens sur les questions de crédit. Alors, j'ajoute un dernier point, Henri. Oui. J'ajoute un dernier point, c'est ce débat extraordinaire dans la finance rectificative sur le plafonnement des hausses des loyers. 3,5, pourquoi 3,5, pourquoi pas 5,6, ouais. Bon, on voit bien que remettre le doigt là-dedans va amener, moi je pense, une crise supplémentaire du logement. Parce que pourquoi les investisseurs privés vont se dire ils vont continuer à faire ça, soyons prudents. C'est comme la mesure prise sur les loyers abusifs dans l'autre sens par quelques maires de grandes villes, disposition d'ailleurs absolument pas appliquée, contournée en voiture, voilà, on s'est ridiculisé dans cette affaire. Moi, les spécialistes me disent que les mesures, notamment à Paris, il y a aussi Lyon, il y a quelques municipalités qui ont mis en œuvre, aboutissaient à moins de 10%, il y aurait 80-90% de contournement. Je reviens sur la question de crédit. On a parlé du taux d'usure et de ses effets, tu les as évoqués aussi, d'évidence. Des échanges avec les banquiers que tu peux connaître, qui donnent des chiffres inquiétants, un taux de chute important. Ce taux d'usure, le ministre de l'économie n'a pas nié qu'il y avait un problème. Alors j'ai entendu qu'il serait encore très bientôt révisé, mais certains demandent la modification de son niveau de calcul. On pourrait imaginer en suspendre l'utilisation pendant cette période d'inflation rapide. On pourrait imaginer le supprimer. Ce n'est pas la position de Cécile Droclor, mais certains le disent. Ton avis aussi de technicien sur ce taux d'usure qui est une protection, on le rappelle, à l'origine des emprunteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire quelque chose avec cet outil particulier ? Mais si, quand tu vois que sur le crédit à la consommation, le taux d'usure, il est d'un peu plus de 20%, tu vois, bon, ça, quand même, il faut éviter les abus. Mais un taux d'usure à 2,57, ça fait rigoler. Et en fait, c'est pas 2,57. Il faut retirer les primes d'assurance, puisqu'elles sont incluses dans le taux d'usure. Donc, prends un taux de 0,8 qui est un taux sympathique. Bon, ben, il reste quoi ? Il reste 1,80. Dire qu'un taux d'usure à 1,80%, c'est un taux d'usure, enfin, on ferait rire n'importe quel économiste. Donc, plutôt que de le supprimer, je crois qu'il faudrait fortement le remonter. Alors, jusqu'à combien, il faut en discuter avec les banques. Et puis, surtout, l'ajuster dans le temps. Il me semblerait, moi, qu'à 4-5%, ça serait raisonnable. Tu as évoqué on va revenir avec Cécile sur ce sujet de manière très, très technique et aussi sur les conséquences de la loi Lemoine. Voilà, le Parlement, et puis tu l'as dit, tu as travaillé toi-même à ce qu'on puisse décorréler l'assurance. Il y a la question du questionnaire de santé, c'est aussi ça. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, le consommateur y a gagné ou est-ce que, à l'inverse, les assurances augmentent ? Tu as parlé des prix. Pour dire, on ne peut pas le contester non plus, les prix ont augmenté sur l'essentiel des marchés tendus, mais c'est 80% des ménages qui y habitent. Et tu as donné le contre-exemple de la Marne, il y a d'autres régions, mais là où les marchés sont tendus, des augmentations fortes depuis 20 ans, bien plus rapides que les revenus n'ont évolué. Est-ce que l'arrière-pensée de faire baisser les prix en fermant le robinet du crédit, d'une manière ou d'une autre, existe du côté des pouvoirs publics, et ton regard sur ce qui devrait être fait pour que les prix se tempèrent, et ce sera peut-être une condition pour que le marché continue à fonctionner. Ben écoute, moi je suis un libéral. J'ai toujours pensé que pour faire baisser les prix, il faut plutôt augmenter l'offre que de la réduire. Ceux qui pensent que c'est en réduisant l'offre qu'on va obtenir une baisse des prix,
je pense qu'ils obtiendront exactement le résultat inverse. D'ailleurs, on commence à le voir. Je m'adresse aux représentants du réseau La Forêt. Bon, on me dit qu'on commence à voir les phénomènes. Prendre le durcissement sur les F et G, hein, on a cru qu'on avait bien légiféré en disant c'est pas bien hein, d'avoir de louer des logements qui sont en F et en G. Et donc, on vous donne 1 an hein, pour les mettre aux normes ou 2 ans, enfin bon, avec G, etc. Ça va commencer en 2023, tu as raison. Oui. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et donc, beaucoup de propriétaires disent bon, non, je ne le ferai pas. Et sinon, le locataire, il est content comme ça, on reste comme ça. Hein, donc, je pense que c'est des mesures, c'est une conception administrative de la vie. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas ce qu'en pensent l'éminent représentant de la Maison La Forêt. On va lui demander. D'accord. Et dernière chose, on va revenir vers toi. Mais la tentation actuelle, c'est ça. D'ailleurs, les mesures qui sont prises sans cohérence, d'ailleurs, on prend une là, aboutissent à exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent vouloir atteindre. Je reviens aussi sur la politique monétaire. Tu as dit, puis alors maintenant c'est clair, il y a eu des déclarations de Christine Lagarde et d'autres banquiers centraux. Une façon de lutter contre l'inflation, c'est l'augmentation des taux. Des économistes disent on ne va pas atteindre ce résultat. C'est ton point de vue? C'est absolument mon point de vue. L'inflation n'est pas liée à un excès de liquidité. D'où vient l'inflation? La moitié vient de l'extraordinaire augmentation de la plupart des énergies qui sont liées au contexte ukrainien, mais ça avait commencé même avant, un contexte d'organisation de la pénurie, notamment par l'OPEP, il faut bien le dire. Et quand le président américain est allé voir les responsables saoudiens pour essayer d'obtenir qu'ils augmentent leur production, ils sont refusés. Ils ont fait une larmichette, enfin rien. Bon, et donc, eux, ils préfèrent continuer à avoir des prix très élevés. Donc, les taux d'intérêt n'ont rien à voir avec cela. Alors, naturellement, si on a une récession très forte, si on avait même une baisse, si tu veux, de 5 à 10%, alors là, peut-être qu'on arriverait, mais on serait peut-être mort. Et l'autre partie, qui est la partie alimentaire, avec ces deux composantes, tu as au moins 3/4, voire 80% de l'augmentation des prix. Elle n'est pas du tout liée à un problème monétaire. Donc, je trouve que la réaction de vouloir utiliser l'outil monétaire pour lutter contre ce type d'inflation très particulier que nous vivons, ça me paraît mais complètement inadapté. Dernier sujet, mais encore une fois, on va revenir vers toi. Tu as évoqué la fiscalité. Alors, quand on parle du marché de la revente, ces fameux 1 200 000 logements qui sont échangés il y a 1 an, on verra combien ils seront à la fin de 2022, mais sûrement moins, tu l'as dit, hein, on a des chiffres de baisse annoncés, d'effectifs. Les droits de mutation, bon, c'est l'impôt qui est payé, hein, on le rappelle, par l'acquéreur. Ils sont élevés dans notre pays. Est-ce que le moment ne serait pas venu, lorsqu'il y a un enchérissement du coût de l'acquisition par le crédit, les prix n'ayant pas baissé pour l'instant, on va y revenir avec Yann, de tempérer le droit de mutation? Est-ce que c'est tabou? Parce que les collectivités, bien sûr, derrière, en sont destinataires, elles ont besoin d'argent. On rappellera qu'on est à peu près à 8,5%, hein, tout mouillé. C'est considérable, hein, c'est un petit 10% du prix qui vient se rajouter, qui n'est plus financé par les banques. Ça a été le cas, c'est plus le cas. Hein, il faut l'avoir un apport personnel. Ton regard sur ces droits de mutation dans cette période particulière? On a le taux de transaction le plus élevé de tous les pays développés. Il n'y a pas un pays qui a des taux de transaction de 8%. Et tu pourrais rajouter aussi la taxation des plus-values. Mais beaucoup de ces transactions, c'est des changements d'habitation principale. Et donc, heureusement, elles sont exonérées. Absolument. Mais ce n'est pas le cas pour un propriétaire bailleur qui veut réaliser son opération. Alors, pour revenir aux droits de mutation, tu sais qu'elles vont pour 1,2 points aux communes. Et bon, ce n'est pas des recettes très significatives pour les communes.
Par contre, pour les départements, c'est un élément essentiel. Et le fait que le marché immobilier marchait très bien a énormément facilité la gestion des départements. Moi, je te donne l'exemple de la Marne, tu vois, c'est 100 millions. On n'avait jamais atteint ce niveau-là. 100 millions sur un budget de fonctionnement de 500. Donc, c'est 20% de nos budgets. Et donc, Strauss-Kahn avait plafonné. Tu as peut-être vu que maintenant, tout le monde est au plafond. Il n'y a plus que 3 départements, je crois, sur les 101 qui ne sont pas au plafond. Tout le monde est au plafond. Voilà. Alors, naturellement, certains voudraient bien qu'on déplafonne en se disant c'est de l'argent facile. En plus, tu payes ça une fois ou deux dans ta vie. Ça ne se voit pas trop. Donc, ce n'est pas trop impopulaire. Parce que les gens, ils ne voient pas trop. Parce qu'ils croient que c'est le notaire qui se met ça dans la poche. D'ailleurs, on appelle ça les frais de notaire. Ouais. Donc, c'est un impôt discret. Voilà. Mais du point de vue du marché immobilier, oui, l'idéal, ça serait de le réduire. Mais à ce moment-là, si tu le réduis, il faudra que tu le compenses, si tu es ministre des Finances, que tu le compenses au département, voire aux communes. Taxe foncière, Cécile Reclor, d'un message, nous rappelle qu'il y a aussi cette taxe qui pèse sur les propriétaires. Hein. Bon, la taxe d'habitation a disparu ou quasiment, en tout cas, ça a été la grande réforme du premier quinquennat du président Macron. La taxe foncière, on voit bien qu'il y a un report sur cette taxe foncière. Elle augmente. Ton regard sur la taxe foncière que paient les propriétaires? Si tu veux, on a tout fait pour déresponsabiliser les élus locaux. Moi, je suis pour le maintien du lien entre le citoyen contribuable et le citoyen électeur. Sinon, on peut supprimer les élections locales. Sur quoi vont être jugés les gestionnaires des départements et des régions, puisqu'ils vivent maintenant pour la quasi-totalité de dotation de l'État? Il n'y a plus aucune autonomie fiscale. Donc qu'est-ce qui différencie leur gestion? Pour moi, c'est vraiment une absurdité. Et sur le foncier bâti, le problème, il est que le foncier bâti, il est payé par les propriétaires de logements, mais il est payé aussi par les entreprises, surtout leur immobilier. Et donc, je pense qu'il y aurait d'ailleurs une nécessité de distinguer les deux. Mais pour le moment, c'est une assiette commune. Et ce qui ne va pas, c'est que quand tu loues un bien immobilier à une entreprise, tu peux répercuter la totalité du foncier bâti, c'est quasiment dans tous les contrats de location, y compris bien entendu la TOM, alors que quand tu loues à un particulier un logement, tu ne peux pas répercuter, à part la TOM, tu ne peux pas répercuter le foncier. Donc moi, j'avais fait une proposition quand on a supprimé la taxe d'habitation, de dire qu'il faut maintenir le lien entre le citoyen contribuable et le citoyen électeur en autorisant les propriétaires bailleurs à répercuter la hausse des taux, pas le montant de l'impôt. Mais quand on augmente le taux, eh bien le différentiel, on a le droit de le répercuter pour rétablir un lien. Tu n'as pas de problème en zone rurale. En zone rurale, tu as 85% de propriétaires occupants. Donc, le lien, il est maintenu. Mais moi, je vois une petite ville comme Vitry-de-François. Quand je sors ces chiffres, les gens disent c'est pas possible. Ben, si, c'est ça. Il y a 65% de logements sociaux. Et le 35% résiduel, c'est moitié de propriétaires, moitié de locataires. Donc, il reste 18% de locataires. Si tu es maire de Vitry, quelle va être ta tentation? Tu veux dire, allons-y. Surtout si tu es plutôt de gauche, et plutôt gauche-gauche. Tu vas dire, les salauds de bourgeois, on va les faire payer, on s'en fout. Et les organismes HLM, on verra plus tard, puisqu'on a été jusqu'à prendre en charge une partie de la hausse du foncier bâti que payaient les organismes HLM. Absolument. Un truc en est. Donc, moi, je pense que, et peu de gens le demandent, que les propriétaires bailleurs puissent répercuter l'augmentation des taux du foncier bâti. Et puis, tu as le problème de l'assiette, puisque cette année, l'assiette du foncier bâti,
a augmenté de 3,4% puisqu'il est indexé sur les prix. Alors l'année prochaine, tout le monde s'arrache les cheveux parce que si on ne plafonne pas ça va être 6,5, 7%. Et alors c'est très confortable pour les élus puisque tu n'as rien à faire. Tu dis, parce que si on vient, t'es maire de ta commune, on vient de voir, monsieur le maire, on a encore augmenté. Ah non, cher ami, regardez le taux, je n'ai touché à rien. Hein. C'est l'État, allez voir votre député, hein, c'est l'État qui a fait ça, il a augmenté l'assiette. Tu vois le pervers. Hein. Vous pourrez lui dire, bah, attendez, vous avez besoin que de 2%, vous avez qu'à baisser de 4% votre taux. Tu en connais qui font ça? Personne. Les plus raisonnables, ils maintiennent le taux. Voilà. Et donc, je pense qu'on est dans un système très pervers. La révision des bases cadastrales, un mot là-dessus. Alors, tu l'évoques indirectement, mais elle est à l'œuvre. C'est un serpent de mer, c'est un vieux sujet. Ça peut être une bombe à retardement. Est-ce qu'il faut la faire, ne pas la faire, cette révision généralisée des bases cadastrales? Oh, bah, tu sais, j'ai présidé toutes les commissions dans mon département lors de la première révision qui n'a jamais été mise en œuvre, bon, et la seconde là, qui est en train d'être bouclée. Oui, il faut la faire, et la faire régulièrement. Mais le vrai problème, c'est de considérer que la valeur locative cadastrale est un élément de richesse de la personne que tu taxes. C'est absolument pas la situation. Ouais. Et donc, moi, j'avais toujours plaidé, c'est pour ça que j'étais pour garder la taxe d'habitation, puisque 40% de nos concitoyens la payaient en fonction de leurs revenus. C'est-à-dire 20% ne la payaient pas, ils étaient exonérés, et 20% étaient plafonnés à 3,40. Moi, j'étais pour élargir cela et qu'on transforme la taxe d'habitation en impôt sur la base du revenu. Alors, on peut discuter revenu fiscal ou revenu CSG, enfin, etc., bien sûr. Mais moi, je ne connais que des gens qui payent leurs impôts sur leurs revenus. Ils ne le payent pas sur le capital. Sinon, on vend tout et puis terminé. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le fond de cette idée de valeur locative. Parce que penser que la valeur locative est plus juste que le revenu, pour les ménages, c'est absolument faux. Hein. La corrélation entre les deux, elle n'est pas évidente du tout. Je vois des veuves qui ont des pensions de réversion assez faibles et qui se retrouvent, qui ne veulent pas quitter leur logement parce qu'ils ont toute leur histoire, tout leur passé, etc. Et ben, certaines, elles sont contraintes de finir par partir parce qu'elles n'y arrivent plus. Oui, on a appelé ça aussi le syndrome de l'île de Ré, hein, puisqu'on avait vu des Rétais qui avaient un bien dont la valeur était exposée, et les revenus ne leur permettaient plus de faire face. Hein, donc enfin, sur l'île de Ré, ça c'était sur le problème de l'ISF, mais c'était bidon parce que si c'était exploitant agricole, ils étaient exonérés. C'était un outil professionnel. Bon. Mais enfin, on a fait beaucoup de buzz là-dessus. Bon. Yann, une question sur les prix. Tu l'as dit rapidement, est-ce que tu peux être plus précis? Le député signalait cette décorrélation entre les évolutions de prix en zone tendue et les revenus des ménages depuis, allez, on va dire, 20 ans bien pesés. Comment vois-tu l'évolution? Est-ce que l'affaiblissement du nombre de transactions, on le sent déjà, on va sûrement l'acter à la fin de l'année, peut avoir comme remède une correction sur les prix pour resolvabiliser, c'était le mot de Charles Bourson, il y a une désolvabilisation des ménages par les taux d'intérêt, par l'augmentation de toutes choses. Est-ce que le prix des logements peut venir resolvabiliser? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut demander aux propriétaires vendeurs un effort? Est-ce que déjà, c'est ce qui se passe? Est-ce que les agents immobiliers demandent cet effort-là? Tu as parlé d'un retour de la négociation tout à l'heure. Alors, on observe un retour de la négociation, en effet. Maintenant, si on regarde dans le détail l'évolution des prix, là encore, sur les 8 premiers mois de l'année, on est toute France à plus 5%, tout rond des prix. Et si on lit entre les lignes, on a les prix qui ont reculé à Paris, moins 0,5%, mais ils se sont quand même redressés sur les 3 derniers mois avec un regain d'intérêt pour Paris et pour les grandes métropoles. L'Île-de-France, où les prix progressent là de 2,4%, et les régions où les prix progressent de 7%. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit en effet les grandes métropoles qui atterrissent ou en tout cas
qui s'assagissent. On peut parler de Paris, on peut parler de Bordeaux, on peut parler de Lille. Mais à côté de ça, on a tous les territoires périurbains qui logent 30% des Français qui proposent ce rêve, ce pavillon individuel avec un bout de terrain, avec la pièce en plus pour télétravailler, avec un accès à la nature, et donc qui est l'objet de toutes les convoitises. Et les régions, alors en effet, la Marne n'a pas le même prix au mètre carré que Paris intramuros, mais les régions qui connaissent quand même des croissances de prix extrêmement significatives à 2 points partout. Donc, est-ce qu'on souhaite, nous les professionnels de l'immobilier, est-ce qu'on souhaiterait que les prix s'assagissent pour redonner de la fluidité dans le marché? Oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle. Est-ce qu'au global, au national, c'est ce qui risque de se passer, en tout cas dans les mois qui arrivent, dans le semestre qui arrive? Au global, certainement pas, parce que là où ils s'assagissent, eh bien, ils sont contrebalancés par des hausses significatives. Et puis, pour revenir sur les métropoles, autre phénomène, puisqu'on a parlé pendant des mois de cet exode rural, de tous ces métropolitains qui quittaient la métropole pour aller acheter une maison dans la ruralité avec un Exode jardin. urbain. Exode urbain, oui, pardon, exode urbain. Avec cette volonté de vivre différemment. Eh bien, on voit aujourd'hui aussi beaucoup de nos concitoyens qui viennent nous voir et qui nous disent « Bon, j'ai fait les comptes, il faut qu'on achète une deuxième voiture. J'ai fait les comptes sur l'énergie et en même temps, je ne sais plus trop où aller avec l'énergie, hein, parce qu'on m'a dit pendant des années que se chauffer à l'électrique, c'était une hérésie complète. Donc, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé vers le gaz. On m'a dit ensuite qu'il fallait rénover ma maison. Je l'ai fait, mais je me chauffe au fioul, donc je suis qualifié de passoire thermique. Et on voit une partie de la population qui revient vers les centres-villes et qui se dit finalement, quand on fait les comptes, plus cet accès au service public, ce n'est pas du parisianisme du tout, mais cet accès au service public qui n'est pas toujours le même, cet accès aux infrastructures, de loisirs, de transport, de culture. Donc en tout cas, dans les mois qui viennent, je ne suis pas persuadé que les prix au niveau global vont être orientés à la hausse. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important qui drive cette tendance, c'est le niveau de l'offre. Et on est à des niveaux d'offres qui sont très bas, très insuffisants. La demande est encore très, très nettement supérieure à l'offre. Et comme tu le rappelais tout à l'heure, Henri, aujourd'hui, entre 75 et 80% des projets immobiliers se font dans le cadre d'une nécessité. On vend ou on achète un logement parce qu'on se sépare, parce qu'on a des enfants qui arrivent à la maison, parce qu'on vieillit et qu'il faut se rapprocher du centre-ville, parce qu'on est muté, parce qu'on perd son emploi. Et donc, la marge d'immobilier dit de confort, je veux un appartement, un étage plus élevé pour avoir un balcon, je veux un garage où je puisse mettre deux voitures et une autre pièce parce que j'aimerais bien bouquiner chez moi, est relativement marginale, entre guillemets. Donc, on a encore une demande quand même très soutenue, très présente. La limite de mon raisonnement, c'est jusqu'à quand, en effet, et quand est-ce qu'on aura fini et on aura épuisé le réservoir de celles et ceux qui peuvent acheter et qui peuvent passer dans le cadre du financement. Il y a un autre sujet qu'on pourrait mettre de côté, qui est celui de la rénovation énergétique, qui a été brossé tout à l'heure et qui aura un impact extrêmement conséquent. Et je rejoins une partie de ce qui a été dit. Si on se réfère à ce que disait, et c'est assez célèbre, l'abbé Pierre, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Et c'est un sujet qui va se poser, qui se pose déjà devant nous, en acquisition, accès à la propriété, dans le parc locatif privé ou dans le parc locatif social, qui est également à la peine depuis des années. Plusieurs choses dans ce que tu as dit. Il m'est demandé, mais c'est bien de le repréciser, les chiffres que tu nous donnes sur l'activité, la baisse. Alors, j'ai retenu tout à l'heure un peu plus de 2% de baisse du nombre de promesses de vente. Ça, ce sont des chiffres que tu constates dans ton réseau. À quelle échéance, quelle est la date à laquelle ces chiffres se sont arrêtés? C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les volumes de transactions, c'est en temps réel. Sur les prix, on est au 31 août, donc on a 12 jours de retard. D'accord, c'est vraiment
instantané ou presque, d'accord. Donc, tu dis aussi sur l'équilibre des territoires qu'après une période où on avait imaginé mettre les villes à la campagne, hein, je cite Alphonse Allais, bon, globalement, l'attractivité des grandes villes, les 11 métropoles, il n'y a pas que Paris, reste forte hein, pour les aménités, hein, ce que tu as évoqué. Donc, il y a eu un engouement pour les territoires ruraux ou les villes moyennes qui va se tasser. À un moment donné, on est déjà en train d'assister un peu à la limite de ce phénomène pour toi? Je ne sais pas s'il se passe, mais en tout cas, une partie de la population qui se pensait éligible à ce mode de vie, les jeunes aussi, beaucoup de jeunes se sont dit je vais aller vivre dans un autre cadre et au lieu d'avoir un appartement de 20 mètres carrés, Oui, je vais oui. en avoir un de 60 ou 70, se sont rendus compte que le bassin d'emploi n'était pas nécessairement toujours le même. Et dans le contexte qui s'offre à nous, ça pose de nouvelles réflexions. Donc, en tout cas, il y a pas une machine arrière, mais cette tendance à aller chercher un mieux vivre qui est aujourd'hui un peu rattrapée par la réalité du logement et de tout ce qui est connecté au logement. Les villes moyennes qui ont augmenté à 2 chiffres depuis 18 mois. Hein, j'ai en tête Brest, je crois 18%. Enfin voilà, c'est un peu un record. Hein, mais en tout cas, entre 10 et 20%, on a bon nombre de villes moyennes. Est-ce que ça, c'est tenable en période d'inflation, d'enchérissement des coûts de transaction, d'appauvrissement des ménages? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un couvercle sur ces augmentations phénoménales? Alors, est-ce que c'est tenable? En tout cas, ça tient. Hein. Tu parlais de Brest. En effet, c'est vrai que la Bretagne, la Normandie, on peut parler d'une ville qui m'est chère, qui est Vannes, Oui. où les prix ont explosé et on est sur des prix parisiens. Est-ce que c'est tenable? Certainement pas. Est-ce que ça tient? Oui, pour le moment, ça tient. Est-ce que ça laisse entrevoir des réveils difficiles? Peut-être, en effet, peut-être que le coût de l'achat immobilier, certains ne le retrouveront pas lors de la revente parce qu'ils ont investi dans des communes qui n'ont pas les infrastructures qu'on évoquait et que l'immobilier a été un peu surévalué suite au confinement et avec cette envie de jardin et d'espace vert. Dernière chose avant que je revienne vers Cécile ou Charles de Courson, parce qu'il y a des questions qui s'adressent à lui, qui me sont adressées par le chat. Transition environnementale. Est-ce qu'on peut imaginer, ça a été évoqué par Charles aussi à l'instant, qui est pas tendre, avec je dirais, la soudaineté des obligations qui pèsent sur les bailleurs, mais pas seulement sur les bailleurs. Hein. Vraiment, il y a un mouvement. Les propriétaires de maisons individuelles ont engagé des travaux importants. Les copropriétaires sont invités à le faire aussi, même si ce n'est pas une contrainte directe. Est-ce que ça va faire baisser les prix? Typiquement aujourd'hui, je suis un propriétaire bailleur. On entend ça. Je n'ai plus envie parce qu'il n'y a pas le rendement à la clé. Je dois engager des travaux, je ne le fais pas. Alors Charles disait, c'est un point important, certains vont continuer à louer, il n'y aura pas de problème. Imaginons néanmoins ceux qui disent, moi je veux respecter la loi et je n'ai pas les moyens, donc je vends. Il va se passer quelque chose sur les prix, notamment des passoires énergétiques. Mais là encore, c'est l'économie de marché qui reprend le dessus. Si on est dans le 5e ou dans le 6e arrondissement parisien, non, il ne va pas y avoir de baisse de prix parce qu'il n'y a rien à vendre. Donc, si on veut s'acheter un logement dans ces territoires-là, que ce soit une passoire énergétique ou pas, ce sera la seule chose sur le marché et elle sera achetée au prix. En revanche, si on est sur des biens comparables et avec une offre immobilière qui est comparable, là, évidemment, les Français sont très bien éduqués en matière immobilière. Hein, ils sont chevillés au corps, l'immobilier. Évidemment, là, il y aura un arbitrage et une décote. Mais ce sujet de la rénovation énergétique va poser quand même des enjeux extrêmement conséquents. On est loin du compte sur le financement. On est loin du compte sur les changements d'étiquette énergétique avec le dispositif phare de gouvernement MaPrimeRénov'. Hein, je crois que c'est 800 000 dossiers déposés, 500 000 engagés. Et il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps qui disait qu'à peu près moins d'1%
des logements qui avaient bénéficié de MaPrimeRénov' avaient changé d'étiquette énergétique. Pourtant, c'est quand même ça le sujet, c'est de changer d'étiquette énergétique. Donc là, avec 2 milliards sur MaPrimeRénov', on est très très loin du compte. Il en faudrait 50 fois plus à minima pour financer cette transition énergétique. Et ça appelle d'autres questions. Est-ce qu'il faut financer le prix du litre de gasoil en ce moment si on veut assurer cette transition énergétique? C'est un peu un autre sujet. Mais en tout cas, ça pèse lourd et ça fait partie des freins sur le marché. En effet, ces obligations de rénovation énergétique, notamment pour l'investissement locatif, c'est clair. Cécile, j'ai annoncé tout à l'heure, hein, il faut tenir les promesses, qu'on parlerait de manière particulière de cette assurance emprunteur. Charles de Courson disait qu'il avait participé au mouvement qui a consisté à donner la liberté à l'emprunteur de changer d'apporteur de solutions par rapport aux banquiers. Ce n'est pas forcément le même acteur qui va assurer, voilà, la décorrélation, comme on dit. Alors bon, tout n'a pas abouti, hein. Certains voudraient qu'on puisse en changer, pour ainsi dire, tous les jours, mais enfin, il y a un grand assouplissement avec des lois successives. Hein, voilà, oui, là aujourd'hui, tu peux en changer quand tu veux. Donc, en fait, depuis le 1er septembre, liberté est donnée à l'emprunteur de remettre en concurrence son contrat et de changer pour une meilleure couverture ou un meilleur rapport qualité-prix ou même pas forcément à la date d'anniversaire. Non, c'est fini. Ça, c'est vraiment la grande avancée. Jusqu'à présent, on avait, pour faire simple, 2 grandes fenêtres de tir, la souscription du crédit dans les 12 mois qui succédaient la signature de l'offre, et puis ensuite la date anniversaire étant parfois compliquée à définir, parfois difficile à suivre et à mettre en œuvre. Donc là, aujourd'hui, les emprunteurs sont tout à fait libres de changer de contrat d'assurance aujourd'hui, demain ou après-demain en fonction de ce qu'ils trouveraient comme offre. Mais ça, c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le premier effet qui se coule. Voilà. Alors, le premier effet qui se coule, est-ce que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire est-ce qu'au bout du compte, il y a eu plutôt un enchérissement des contrats? Et je relis ça aussi à la suppression du questionnaire de santé. Oui. Rappelle-nous les règles du jeu pour les crédits de moindre importance, mais je crois que ça concerne beaucoup d'emprunteurs. Alors, ça concerne en tout cas typiquement les primo-accédants. En fait, c'est la fin du questionnaire médical pour un âge de fin de prêt inférieur à 60 ans et pour une quantité assurée de 200 000 € de crédit par emprunteur. C'est là où c'est le deuxième effet qui se coule en fait, parce que ça, c'est sur le papier, c'est superbe comme geste, parce que ça vise à permettre aux gens qui ont des problèmes de santé à devenir propriétaires, si toutefois ils trouvent un taux qui permet de rentrer dans le taux d'usure. Autre sujet, mais quand même connexe. Sauf que en fait, ce beau principe, il ressemble quand même de très près à ce que font les banques, c'est-à-dire de la mutualisation de risques. Et le fait de dire aux assureurs, en fait, maintenant, vous n'allez plus pouvoir mesurer votre prise de risque et vous n'allez plus pouvoir la tarifer, assurance individuelle, ça a créé une réaction qui est à minima l'augmentation des tarifs pour les assureurs individuels, 15 à 30% en fonction des acteurs. Et un peu plus grave encore, la sortie de certains assureurs qui nous ont dit, en fait, comme je ne peux pas maîtriser mon risque et je ne sais pas ce qui va se passer, je supprime toute possibilité d'assurance pour les gens qui rentrent dans le sans questionnaire médical. Donc, on a même des acteurs qui sont sortis du match sur cette population-là. Et puis, concrètement, en fait, quand tu fais ça, tu refais de la mutualisation et donc, tu donnes quelque chose qui ressemble déjà un peu plus près à l'assurance de la banque. Aujourd'hui, Charles donnait un chiffre tout à l'heure, mais il n'est pas un spécialiste comme tu l'es de l'assurance emprunteur. La fourchette aujourd'hui, elle est très large. À quel niveau? Pour prendre une fourchette large, mais ça va de quoi à quoi qu'il faut ajouter, rappelons-le, au taux de crédit? Alors, ça va de 0,10% si vous avez moins de 25 ans, vous êtes non-fumeur, vous ne pratiquez pas d'activité sportive à risque et vous faites un travail de bureau, à si on a plus de 50 ans et quelques pépins de santé, plus de 1%. De plus au taux du crédit. Alors effectivement, on va vite et puis là, on n'est que sur une tête. En général, quand vous êtes un couple, vous protégez les deux. Et donc, ça veut dire que on multiplie par la quotité couverte. En moyenne, les banques demandent elles pourraient demander 50% par tête. En général, elles demandent plutôt 65-70%, voire 100% par tête. Et donc là, on voit que mécaniquement, ça ne passe plus. C'est d'ailleurs un des sujets d'évolution du taux d'usure. C'est l'intérêt de mettre l'assurance emprunteur dans le taux d'usure
Parce qu'en fait, on sait que maintenant, on peut en changer tout le temps, qu'il y a une concurrence sur le marché parce que les prix d'assurance emprunteur, en l'espace de moins de 10 ans, ça a été divisé par 2. Donc, la concurrence et le législateur a fait le job parce que ça a créé un marché de concurrence. Et M. Courson a évoqué la libéralisation et l'économie de marché. En fait, quand il y a de la concurrence, ça fait baisser les prix. Et en même temps, ça a fait augmenter les garanties parce que parallèlement, les garanties ont augmenté. Et pour tous les acteurs. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Après, là, on est vraiment sur un sujet ponctuel de taux d'usure et on ne devrait pas avoir autant de problèmes aujourd'hui à passer de l'assurance emprunteur dans un TAEG, le taux annuel effectif global. L'idée de sortir l'assurance emprunteur, elle a été mise aussi. Je parlais de plusieurs voies qui ont été suggérées aux législateurs et au ministre de l'économie. Ton avis, l'avis de ta maison sur cette équation dans laquelle on sortirait l'assurance emprunteur pour calculer le taux d'usure? On le fait aujourd'hui sur le crédit à la consommation. Et en fait, du moment qu'on libéralise le marché et qu'on permet à quelqu'un d'en changer, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être parce que j'ai un dossier qui a du mal à passer, que j'ai eu des petits problèmes de santé, j'ai pas fait très attention à moi ou je fume, je vais me retrouver avec un taux d'assurance qui va pas me permettre de passer mon dossier de financement. Mais peut-être que dans 6 mois, en fait, je peux me mettre en concurrence avec une autre assurance et je peux changer et du coup ne plus avoir de problème de taux d'usure. En fait, on n'est pas sur un élément stable du crédit, on est sur un élément qui est voué à évoluer. C'est pas comme les frais de garantie ou le frais de crédit. Exactement. Et par acte du coup de l'emprunteur et d'un marché ouvert. Donc, autant le crédit, les frais de garantie, les frais de dossier, tous les frais annexes obligatoires à la souscription du crédit, il n'y a pas trop de sujets parce qu'on n'y reviendra pas dessus. Par contre, le taux de l'assurance, on sait qu'on peut revenir dessus et ça peut ouvrir vraiment à une frange de population qui n'accède plus au crédit. Les ménages les plus modestes qui ne vont pas avoir le choix de leur assurance parce qu'ils n'auront pas le choix du crédit non plus. Et puis, les ménages les plus âgés, à partir de mon âge, qui se verront voir des primes de risque liées à leurs problèmes de santé ou à leur âge avancé. On ne te demandera pas ton âge. Je ne mets pas l'âge sur les fiches du site du site de Manager. Tu as bien raison. Et juste un dernier point pour rebondir, et je te laisse la parole, Henri. On a beaucoup parlé de financement de la transition énergétique. On oublie qu'au moment où on est en train de limiter l'accès au financement, des propriétaires bailleurs, et parfois dont c'est le seul bien qui va permettre de payer une retraite parce que la retraite est insuffisante, ne pourront pas faire la rénovation parce qu'ils n'accéderont pas au financement. Et aujourd'hui, bloquer le financement, c'est aussi bloquer la rénovation énergétique. Alors, j'allais te faire aller sur ce terrain. Non, mais c'est évidemment important. Aujourd'hui, puisqu'on parle de tout ce qui peut réduire ce marché de la transaction, on a identifié plusieurs causes, des remèdes aussi ont été suggérés à l'instant même. Taux d'usure, ça en fait partie. Est-ce que des prêteurs refusent aujourd'hui le financement des logements classés F ou G, alors qu'ils soient achetés par des particuliers qui veulent les occuper ou évidemment par des investisseurs qui veulent les louer, ce qui pourrait davantage se comprendre. Qu'est-ce qui se passe autour du financement des passoires énergétiques aujourd'hui? En fait, il y a une logique très simple de la banque qui est l'estimation de son risque. Et on va prendre 2 exemples. Je suis un ménage modeste qui est pas très loin du 35% de taux d'endettement, recommandation, exigence HCSF, avec peu d'épargne disponible. Je n'ai aucune chance de pouvoir rénover énergétiquement mon bien. Donc, ça va être un refus de financement. Je suis un ménage qui a des revenus très conséquents, qui emprunte à 20% de taux d'endettement et qui a de l'épargne disponible ou de la capacité d'emprunt pour faire cette rénovation énergétique avec un crédit, la banque va y aller. En fait, la banque, elle se projette dans la situation de demain. Si tu n'es pas en capacité, soit par l'épargne, soit par le crédit, de faire ta rénovation énergétique, le financement de la passoire thermique, il n'existe pas. D'accord. Donc, il y a des refus qui sont liés à ça. Bien sûr. D'accord. Oui. Et est-ce que les banques aujourd'hui, on est en période d'explosion des factures énergétiques, non maîtrisées d'ailleurs des ménages, quelle que soit l'énergie auquel ils recourent, est-ce que les banques commencent à prendre ça en considération? Par le passé, il faut être clair, on prêtait sans considération du coût de fonctionnement, je dirais, du logement. Est-ce que ça change? Alors, il y a toujours eu un impact qui était dans ce qu'on regardait, qui était le reste à vivre. Les banques, elles vous financent alors quand vous êtes dans le taux d'endettement et ensuite quand elles estiment votre reste à vivre suffisant, c'est-à-dire une fois que vous avez payé vos crédits, voire vos loyers, que vous avez assez de marge de manœuvre pour payer le quotidien de la famille. Il y a une première banque qui a augmenté son reste à vivre, son exigence de reste à vivre en raison du coût de l'énergie, en expliquant qu'effectivement, on avait une inflation des besoins du ménage et que donc,
qu'il fallait prendre un peu plus de marge de manœuvre. Donc ça, on le surveille depuis des mois. Hein. On sait qu'avec le niveau d'inflation, ça peut arriver. C'est quelque chose qui évolue peu pour l'instant, mais qui est regardé avec attention pour les banques, par les banques, parce qu'en fait, si votre budget il est plus serré, vos difficultés de paiement, elles peuvent plus vite arriver parce qu'entre faire du sport aux enfants ou nourrir la famille et payer son crédit, on sait très bien le choix où il sera fait et c'est tout à fait logique. Donc, oui, il y a une prise en considération du budget d'énergie. Et puis, on avait eu un autre cas qui était, on parlait tout à l'heure de l'éloignement. L'éloignement, il est aussi regardé avec attention. Vous êtes un cadre avec une voiture de fonction. Vous n'avez pas le même problème qu'un ménage modeste qui a besoin d'une deuxième voiture et qui va dépenser le double de budget d'essence. Oui, Henri, Henri, tu m'excuses, mais je dois me sauver. Je t'en prie. Alors, je te pose juste une question, tu réponds en 30 secondes avant de te sauver. Elle était inévitable. On t'a senti critique sur un certain nombre de sujets. La question, c'est comment le Parlement aujourd'hui, toi, tu en fais partie et tu es actif, peut tirer la manche du gouvernement pour qu'il y ait un regard plus cohérent sur la politique du logement. Qu'est-ce que tu peux dire ? On a soulevé beaucoup de choses. Je pense qu'il faut partir d'une idée simple, c'est que le problème central de la France, c'est d'augmenter l'offre de logement. Rien que les évolutions sociologiques, l'éclatement des cellules familiales, les recompositions, l'immigration aussi. Tous ces phénomènes représentent à peu près, il faut augmenter rien que pour cela, à population constante de 1% le parc de logement, c'est-à-dire de 300 000. Tu te rends compte, on est à moins de 400 000 constructions de logements. Donc, on voit bien que une grande politique du logement, c'est une politique qui s'oriente vers comment augmenter l'offre. Voilà. Pour moi, ça, c'est fondamental. Fondamental. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'augmenter ? On a parlé de taux d'usure, on a parlé de beaucoup de choses, hein, mais de l'utilisation du crédit bancaire. Je pense que c'est une erreur ce qui a été fait d'un durcissement très fort des critères d'octroi du crédit. Enfin, tu vois, tout ça, c'est faciliter l'investissement des propriétaires bailleurs dans ce domaine. On a besoin d'eux. Ce n'est pas les HLM qui vont être capables de résoudre le problème du logement en France. C'est une totale illusion. C'est une toute petite partie du marché. Alors, je te remercie beaucoup. Je le fais au nom de beaucoup de participants qui ont apprécié ton propos et ton analyse. L'engagement, les risques que tu as pris en appréciant telle ou telle action publique malvenue, mais aussi en sachant apprécier un certain nombre de gestes. Grand merci. On te salue puisque tu dois nous quitter. Une question à Cécile. On arrive à la fin de toute façon de notre débat. Beaucoup de choses ont été dites. La Banque de France, Cécile, que tu évoquais au début, pour remarquer en effet que elle avait des constats souvent nourris d'informations largement passées, à écouter le gouverneur de la Banque de France, François-Vélorad de Gallo, il n'y aurait pas de baisse de crédit accordé, tout va bien. Bon, ça, c'est une chose. Le ministre lui-même est beaucoup plus réaliste. Sur le remboursement des crédits en cours, la Banque de France, pour le coup, a remarqué il y a quelques semaines une augmentation de 10%, c'est le chiffre que j'ai en tête, c'est important, des défauts de paiement, y compris sur les crédits immobiliers. Est-ce qu'effectivement, il y a déjà une réalité des difficultés des ménages qui ont eu la chance d'avoir un crédit et qui sont en cours de remboursement ? Alors, on ne le voit pas forcément, nous, en tant que courtier, parce qu'on ne vient pas vers nous. Mais effectivement, le rapport que tu évoques, c'est celui de l'inclusion financière qui a sorti la Banque de France. Oui. Et ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'effectivement, alors nous, on le voit sur d'autres activités qui sont le regroupement de crédits ou les crédits à la consommation. Il y a des difficultés financières chez les ménages aujourd'hui, des difficultés à payer ses factures d'énergie, clairement. Ça, c'est un motif très important de souscription de petits prêts pour essayer de boucler les fins de mois. Et puis, plus globalement,
également en fait une difficulté. On a vécu une période où on avait l'impression que tout était ouvert et peut-être qu'on s'est un peu trop engagé sur certains projets avec aujourd'hui des budgets qui sont plus serrés qu'il y a un an en raison du coût de l'énergie, mais aussi de l'alimentaire. Et donc, on a un peu plus de ménages en difficulté qui viennent nous solliciter pour faire un rachat de crédit, un regroupement de crédit pour arriver à rassembler leurs dettes. Donc, nous, on ne voit pas sur le crédit immobilier seulement, mais ce qui est clair, c'est que les banques, plusieurs, ont annoncé l'augmentation de provisions sur le risque de crédit immobilier. C'est donc bien que devant nous, c'est peut-être un peu moins clair que derrière nous. Dernière chose, et ça fera le lien avec le mot de la fin que je donnerai à Yann. Est-ce que les professionnels de la transaction sont plus enclins qu'ils l'étaient, il l'a cité Yann tout à l'heure, à avoir des partenariats plus étroits avec les courtiers, Empruntis sans doute aussi. Est-ce qu'il y a un réflexe qui consiste à se dire il y a une difficulté à passer les crédits, sans crédit, il n'y a pas de marché immobilier, que ce soit pour les primo-accédants ou les autres investisseurs. Voilà, est-ce que ce lien, et est-ce que c'est une forme de réponse, pas absolue, parce que vous ne faites pas le mais est-ce qu'il se passe quelque chose quand même? Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et même nous, on l'a engagé parce qu'aujourd'hui, la situation elle est suffisamment complexe pour qu'on travaille main dans la main avec les professionnels de l'immobilier, nous courtiers, acteurs du financement, parce qu'en fait, plus on va anticiper le dossier, plus on va pouvoir détecter des éléments qui vont poser problème dans le financement, parce que malgré tout, on est aujourd'hui une des rares professions à faire l'étude d'un dossier sans compromis. Aujourd'hui, un courtier n'a pas besoin d'un compromis pour instruire une étude complète et vérifier s'il n'y a pas de loup. Et aujourd'hui, en fait, plus que jamais, on a besoin de travailler main dans la main pour s'assurer que les gens qu'on emmène vers l'acquisition arriveront à réaliser leur projet. Il n'y a rien de pire quand même que des clients qui reviennent en disant en fait, on n'y arrivera pas et on a trouvé le bien de nos rêves et on ne peut pas accéder à la propriété. Et puis parce que ni vous, ni nous, professionnels de l'immobilier, professionnels du financement, on a envie de travailler pour rien. Le but du jeu, c'est de fiabiliser nos opérations ensemble et de faire en sorte qu'on amène au bout de leur rêve les emprunteurs qui nous sollicitent ou les acquéreurs qui vous sollicitent. On a parlé, pour aller appuyer là où ça fait mal, mais de banques qui, depuis quelques mois, c'était même avant l'explosion de l'inflation, avaient envie de prendre des distances par rapport aux courtiers. Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que vous êtes conseil de l'emprunteur. Ouais. Pour moi, en première approche, je trouverais vraiment dommage qu'on ne puisse plus, comme avant, fonctionner avec vous. Quelle est la situation là-dessus? On est toujours conseil de l'emprunteur, tu as raison, c'est notre rôle. En fait, il faut savoir que de façon ponctuelle et historique, on a toujours eu des banques qui, par moment, désamorçaient sur le lien avec la prescription parce qu'elles avaient fait leurs objectifs, parce qu'elles avaient moins de marge et qu'elles voulaient prendre un peu de distance ou qu'elles voulaient tester d'autres systèmes d'approche. Ça a toujours existé, mais c'est une toute petite, mais vraiment une infime minorité des partenaires bancaires qui existent en France. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une panoplie largement suffisante, en tout cas pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, surtout, ne pas penser que le courtier est devenu inutile. Et puis, en période de difficulté comme ça, en fait, c'est le seul qui va vous donner une vision globale des solutions qui existent. Alors, oui, il manquera peut-être 1 ou 2 établissements dans la raquette, sauf que savoir qui aujourd'hui fait du prêt révisable, à quelles conditions, qui accepte du prêt multiligne, qui va accepter facilement une délégation d'assurance, qui va accepter un financement sur 19 au lieu de 20 ans. Tout ça, aujourd'hui, il n'y a qu'un garde-fou, c'est le courtier. Puis, il ne faut pas oublier l'emprunteur qui, lui aussi, a envie de mettre en concurrence les solutions pour être sûr d'avoir trouvé la bonne option. Donc, conseil, accompagnement et négociation, ça reste notre job, quel que soit le nombre de partenaires, et on a de quoi faire encore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Une petite moitié des crédits qui passent dans vos mains? Oui. Tes confrères, c'est ça, Oui, tout à fait. Mais parce qu'en fait, on ne regarde pas toute la partie qu'on fait, où on ne faisons pas aboutir le dossier, mais nous faisons du conseil. Aujourd'hui, un client qui vient nous consulter et qui nous apporte une proposition de sa banque, si on estime que c'est la meilleure proposition, on ne va pas l'emmener où que ce soit. Par contre, on va lui faire un peu de conseil et un peu d'accompagnement sur la solution de sa banque. Yann disait une chose qu'on n'entend pas beaucoup, je crois que c'est vraiment important, et après je lui redonne la parole, justement, il parlait d'autocensure avec des acquéreurs qui sont moins nombreux. C'est une façon aussi de leur répondre, de dire il ne faut pas s'autocensurer. Jamais. Si c'est non, c'est non, mais il ne faut pas s'autocensurer. Mais je partage tout à fait le propos de Yann. Nous aussi, on voit des emprunteurs qui nous disent, en fait, vu ce qui se dit sur le marché du financement et sur le marché de l'immobilier, on a laissé tomber notre projet. Et en fait, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'en fait, il existe
des solutions. C'est pour ça qu'on parlait de taux d'usure tout à l'heure. Je n'aime pas la grande généralité du 45%, du 50%, parce qu'en fait, chaque dossier est spécifique. Et il y a des fois, on trouve des solutions, et heureusement pour nous, il y en a plein. Donc, en fait, surtout ne pas laisser penser aux gens que leur rêve s'arrête parce qu'il y a une histoire de taux d'usure, mais bien essayer d'abord pour se dire est-ce que c'est possible ou pas possible. Et il faut le faire le plus tôt possible pour éviter que le rêve se transforme en cauchemar. Merci beaucoup, Yann. Le mot de la fin avec deux, trois choses que je te souffle. Tout à l'heure, tu as dit ce marché, il se durcit, se complique. Il va, et rappelons qu'on a face à nous des centaines de professionnels. Hein, nos conférences sont très B2B, comme on dit, même si elles intéressent le consommateur, elles sont ouvertes aux consommateurs. Est-ce que tu penses que plus d'exigences, d'engagement des professionnels, tu parlais de mieux préparer les dossiers, ça va être une solution pour que le marché continue à tourner, même s'il perd de la vigueur. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en termes de lien avec l'univers bancaire et l'univers des courtiers pour contenir cette casse, ces dossiers qui n'aboutissent pas? Alors, je rebondis déjà sur les propos de Cécile. Il nous arrive, nous aussi, de travailler sans rémunération et sans être reconnu. Ça s'appelle l'évaluation d'un logement ou l'estimation qui est vendue ensuite de gré à gré. Ça, c'était pour la blague. Et évidemment, exactement, on n'est pas seul. Le financement, est évidemment, fait partie, et on l'a oublié, hein, je l'ai dit et je le répète, fait partie du travail de l'agent immobilier pour ne pas perdre son temps, s'il pense à lui, pour ne pas faire perdre le temps de son vendeur qu'il a en mandat, et pour ne pas faire perdre le temps non plus de son acquéreur. Après, on a en effet une responsabilité de communication, une responsabilité très forte sur la forme, de crier partout, de mener des actions de lobbying en disant il n'y a plus un dossier qui sort et c'est catastrophique. Je pense non plus que ce n'est pas un bon signal. Il y a en effet des solutions, il faut aller les chercher. Il n'en demeure pas moins qu'on a une partie en effet de profils qui étaient financés il y a encore quelques mois. Hein. Je pense à des professions libérales, je pense à des chefs d'entreprise. Les jeunes actifs et les ménages les plus modestes, ça fait un moment qu'ils trinquent et qu'ils ont été mis sur le côté du marché et voire totalement évincés. Mais on peut chercher des solutions. Ensuite, travailler avec les partenaires en financement, là aussi, cette chaîne, ce chaînage de l'immobilier, qui soit sur le financement, qui soit sur les déménagements, qui soit sur les travaux, qui soit sur les diagnostics. Là encore, ça fait partie du savoir-faire. Alors, on a un dispositif et un parcours très large qui commence en ligne, évidemment, avec toutes les calculettes, les évaluations des capacités de remboursement, des enveloppes de financement également. Ensuite, avec des accords cadres, des accords nationaux dont profitent nos agences. Et puis ensuite, également, en allant au bout du bout avec un certain nombre de nos franchisés qui, à côté, ont également des structures de financement pour trouver des solutions sur les marchés qui sont les plus difficiles, avec des populations, du coup, là, très majoritairement modestes et qui recherchent des solutions innovantes sur le financement. Dernière chose, les entreprises, ce sont des femmes et des hommes. Tu n'as pas de crainte, on parle de ralentissement, il est déjà sensible, pas complètement, mais bon, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas nier, on les a dites avec force ce soir. Tu imagines le besoin d'alléger les effectifs, tu imagines que des négociateurs vont être mis en difficulté par ce ralentissement et des agences immobilières, ton regard, c'est la responsabilité d'un franchiseur aussi, je suis sûr que tu es très attentif à ça. Oui, j'imagine que beaucoup vont prendre ces décisions de couper dans leurs effectifs commerciaux, de couper dans leur budget, dans leurs actions de communication. Ce sont deux graves erreurs. Hein. On ne parle pas d'un marché qui va se diviser par 2 ou par 3. On parle d'un marché qui devrait être à la peine et souffrir un peu. Donc, il y aura du business, il y aura des parts de marché à aller chercher. Le terrain va être un peu boueux. On pourrait le dire en rugby ou en foot, mais une fois de plus, il sera boueux également pour tout le monde. Donc, il va falloir chausser des crampons un peu plus longs, mieux former ses équipes, faire preuve de beaucoup plus de proximité managériale et puis surtout revenir aux basiques de nos métiers qu'on a oubliés durant les dernières années, me semble-t-il.
Tu penses que ton propos est très clair et courageux. Tu penses que le taux de pénétration des professionnels de la transaction peut augmenter dans un marché qui est moins demandeur, hein, pour lequel tu as parlé de rallongement de délai de vente, hein, notamment. Est-ce que je peux avoir davantage le réflexe de m'adresser à un agent immobilier, à un intermédiaire, alors que je me disais que j'allais faire ça très bien? On rappellera qu'en gros, il y a un tiers des vendeurs qui se passent d'intermédiaires, bon, même si on peut discuter sur les chiffres. En gros, vous n'avez pas tout le marché. C'est une situation qui n'est pas la meilleure, hein, de tous les pays comparables. Oui, il est certain qu'avec des délais de vente qui s'allongent, avec un marché qui pourrait basculer, devenir un marché, et c'est ce qu'il est en train de faire doucement, un marché où le vendeur a tout pouvoir parce que c'est lui qui détient le bien, à un marché où peut-être l'acquéreur et l'acquéreur finançable va détenir le pouvoir. Le sujet du suivi, le sujet de la stratégie de vente, le sujet de la définition de prix va devenir de plus en plus crucial, et c'est également une réelle opportunité pour les professionnels. Donc, pour revenir à la question précédente, surtout pas réduire la voilure. Les moyens. Merci beaucoup, Yann. Pour moi, je vous remercie tous les trois. Il y en a un qui nous a quittés. Je lui ai déjà exprimé notre gratitude. Merci à Cécile Reclor, merci à Yann Janot. Je laisse le mot de la fin à Benjamin et je lui laisse notamment le soin de dire notre prochaine date de débat, car on a fait le choix de vous donner de la visibilité sur ce sujet aussi, avec un échéancier. On va essayer de s'y tenir. Bye bye, Benjamin, à toi. Benjamin, tu dors ou tu as du mal à te… Coupé, hein. Non, ça y est, voilà. Voilà, micro coupé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci surtout aux intervenants. C'était extrêmement intéressant. 2 petits messages qui nous viennent du front. La première, beaucoup de messages pour demander à ce que Charles de Courson soit ministre du Logement. Alors, Henri, si tu peux passer le message. Et la deuxième on va lui dire. C'est… Ça lui fera plaisir, mais on va lui dire, parce qu'il est très heureux comme parlementaire, visiblement. Oui, mais ce serait bien qu'il passe le pas, parce que ça ferait plaisir à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que la réalité de marché de l'Île-de-France et spécialement Paris, j'ai beaucoup de messages qui me disent que l'accentuation de cette crise est beaucoup plus flagrante pour eux, puisqu'ils voient quand même un grandissement de l'offre et une demande qui s'amenuise, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'avec toutes les informations qu'on a tous les jours, eh bien, les acquéreurs sont de plus en plus prudents et leur projet est quand même semé d'embûches. Donc voilà les messages qui nous remontent. En tout cas, merci à tous. La prochaine conférence sera le 11 octobre à 18h et on vous dira très vite le thème qu'on abordera. Merci beaucoup. Merci bye à bye. tous.